21. Au cœur d'une nouvelle semaine d'école à distance, vous le savez, encore au début d'une nouvelle période de confinement entre guillemets. Et alors qu'on a souligné la menace pour les enfants victimes de violences, qu'a-t-on appris en un an? Autre chose, les violences sexuelles sur mineurs, la libération de la parole sur l'inceste, la question de la protection de l'enfance. La journaliste Françoise Laborde s'en saisit, elle publie Les Indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République aux éditions Michalon. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Françoise Laborde. Bonjour Mathieu. Et merci d'être en direct avec nous Merci ce matin sur Europe 1. Ce livre, c'est un coup de gueule? Ah oui, absolument. C'est un coup de gueule parce que on a aujourd'hui 308 000 enfants qui sont pris en charge par les services sociaux au sens large, et que ces 308 000 enfants, l'État s'en occupe mal, pas comme il faut, et ça crée des situations épouvantables, et ça crée des enfants qui sont perdus, et ça crée un déni de justice pour plein d'enfants, et ça détruit des familles entières, des mères qui souffrent, des pères, et ces enfants-là dont on ne s'occupe pas assez. On est dans une période particulière depuis le début de cette pandémie. Il y a un an, il y a une hausse des hospitalisations d'enfants pour violences physiques, hausse de 50%. Cette nouvelle période de confinement dans laquelle nous sommes, ça exige, dites-vous, une vigilance particulière. Oui, parce que on sait très bien que ces enfants sont renvoyés dans des familles qui sont dysfonctionnelles ou maltraitantes, et que par définition, ça va pas bien se passer, et qu'il y a un facteur d'énervement qui touche tout le monde et qui touche encore plus ces familles dysfonctionnelles. On demande en plus aux parents de faire l'école à la maison, alors que parfois ils n'ont même pas les capacités de faire cette école, donc ils sont eux-mêmes en situation d'échec, et parfois ils font payer à leurs enfants leurs propres échecs. Donc on voit bien que là on crée une espèce de huis clos terrible entre les parents et les enfants, et il n'y a plus personne qui intervient. Je rappelle que lors du premier confinement, vous avez mentionné la hausse des hospitalisations pour blessures physiques des enfants. Il y a eu aussi le numéro d'urgence, le 113, où les appels ont explosé. Le problème, c'est que derrière, ça ne suit pas. Et c'est ça qui est une honte. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux, aujourd'hui, ils ne sont pas prioritaires pour être vaccinés. Alors que franchement... Vous demandez que les travailleurs sociaux qui travaillent auprès d'enfants parfois en difficulté, pas seulement, mais vous demandez à ce qu'ils soient prioritaires pour la vaccination? Évidemment. Il n'y a aucune raison qu'on dise qu'il faut vacciner les instituts, les professionnels de santé, et pas ceux qui vont dans les familles voir comment ça se passe. Il faut bien comprendre que ces travailleurs sociaux, le réseau d'associations, les structures municipales, les écoles, les associations sportives, tout ce qui ferme en ce moment, c'est un réseau de veille par rapport à ces enfants. Qu'est-ce qu'on a appris en un an, Françoise Laborde? Justement, on n'a pas appris grand-chose, c'est ça qui est bien dommage. D'abord parce qu'il n'y a pas eu de relevé de données chiffrées, de signes de maltraitance, parce que on est incapable de le faire, ou en tout cas le gouvernement n'a pas la volonté de le faire. Mais ce que l'on sait en tout cas, c'est que plus on enferme les enfants, plus il y a des cas de maltraitance, et moins il y a en effet de signalement, parce que les petits clignotants, on les voit où? À l'école, dans les centres sportifs, auprès des bénévoles, etc. À partir du moment où les enfants sont enfermés avec les familles, eh bien, il y a de la violence, il y a de l'inceste, il y a des coups, il y a de la torture, il y a tout ce qu'on sait et qu'on voit. Il y a du secret. Il y a du secret. Alors, la question que vous posez finalement, c'est est-ce que la République protège ses enfants? C'est la question. Je voudrais qu'on parle du texte de loi qui renforce la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Ce texte revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Il y a des points qui font débat et on va en parler, des choses dont il faut qu'on parle. Mais est-ce que ce texte, à vos yeux, il répond aux questions posées par la libération de la parole, le MeToo inceste, le livre de Camille Kouchner notamment? On s'est saisi du problème? Non, alors je vais vous dire, il y a deux choses moi qui me révoltent dans cette affaire. C'est que le ministre Dupond-Moretti, avec beaucoup d'emphase et de spectaculaire dont il est coutumier, dit avant 18 ans l'inceste sera condamné. Et puis après en loose day, il introduit un amendement pour dire oui, mais c'est seulement les personnes qui ont autorité. Donc ça veut dire que c'est pas tous les cas d'inceste. Ça veut dire que les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, tonton, le nouveau mari, etc. ils sont pas forcément concernés. Donc ça c'est vraiment un mensonge d'État qui est absolument insupportable. Un mensonge d'État? Un mensonge, oui. Quand le ministre arrive et dit « je vous promets que », et puis que derrière il fait le contraire, c'est un mensonge d'État. Même chose pour les mineurs de moins de 15 ans qui devraient être complètement protégés. On dit « oui, mais en même temps, si elles sont violées par quelqu'un qui a 18 ou 19 ans, il faudra quand même qu'elles expliquent... » Parlons-en, Françoise Laborde. C'est la fameuse, je voudrais juste que ce soit bien clair pour nos auditeurs, c'est la fameuse clause, je ne sais pas si le nom est bien choisi, qu'on appelle clause Roméo et Juliette. On l'appelle Roméo et Juliette pour mettre du romantisme dans ce qui est juste du viol. Voilà. Alors, cette clause, elle est censée ne pas criminaliser une relation entre deux adolescents qui auraient entre 13 et 17 ans. L'un devient majeur, il y a 5 ans d'écart et on ne va pas le poursuivre. Mais vous dites que ça protège des
très jeunes adultes, 18-20 ans, qui auraient des rapports avec des mineurs. Mais il faut regarder les chiffres, tout simplement. Le nombre de viols, les viols de jeunes mineurs, de jeunes adolescentes qui ont 13-14 ans, c'est essentiellement des jeunes qui ont en effet 19, 20 ans, 18, 19, 20 ans. C'est ça la réalité. Mais le fait, par exemple, que sous les 15 ans, un mineur est considéré d'office comme non consentant, ça, c'est quand même une avancée. Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait d'exception à la règle. Il ne faut pas d'exception. Parce qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, on nous dit, oui, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, si un jeune homme de 18 ans est devant les tribunaux, mais enfin, c'est pas non plus une clause automatique, c'est pas un guichet automatique. Il y a un juge qui fait son boulot. 1% des viols donnent lieu à condamnation, 1%. Et là, on est en train de s'arracher les cheveux. Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Taquet disent, ah oui, mais si par hasard un jeune homme de 18 ans était condamné. Ah, c'est important. Quand vous dites qu'il y a 1% des viols qui donnent lieu à une condamnation, ce que je comprends dans le sous-entendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas un problème de trop de condamnations, mais de pas assez. Bah, évidemment, le problème c'est les victimes. Sauf qu'on est dans un pays où on se préoccupe pas des victimes, on se préoccupe toujours des violeurs. Et c'est ça la problématique, et c'est ça la vérité, et c'est comme ça que ce gouvernement fonctionne à chaque fois. Et c'est pour ça que cette loi, telle qu'elle est, on espère très sincèrement, tous les collectifs qui agissent auprès des jeunes, que le 14, lorsqu'elle repasse à nouveau à l'Assemblée, on va arriver à quelques corrections. Je n'y crois pas du tout, mais en tout cas on se bat pour ça. Une question que cela pose aussi, parce qu'une conséquence de cette loi, notamment, pas seulement, mais vous demandez combien d'enfants vont se retrouver placés et vous insistez, l'aide sociale à l'enfance n'est pas calibrée déjà, on le sait. Non, mais tout le système est en train d'exploser parce que il n'y a pas assez de foyers d'accueil, parce que les capacités sont à 120% à peu près. Un enfant, je me permets 2-3 statistiques. Un enfant sur 50 en France. 340 000 enfants qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance, ce sont les enfants qu'on dit placés. Ce système-là, on le sait, il est en train de craquer, selon les départements, mais de craquer. Alors, la décentralisation fait que d'un département à l'autre, il y a de grandes injustices. Normalement, les enfants, l'idéal pour un enfant quand il est placé, ce serait d'être dans une famille d'accueil plutôt qu'un foyer. Sauf que pour devenir famille d'accueil, les critères sont extrêmement compliqués. C'est des critères des années 60, genre la mère de famille ne doit pas travailler, elle doit déjà avoir des enfants, elle doit, etc., etc. Donc, il y a de moins en moins de familles d'accueil, elles sont de plus en plus âgées, donc on va avoir un vrai problème de entre guillemets de ressources, de candidats à être famille d'accueil. Et la vérité aujourd'hui, c'est que ces enfants, on les abandonne, on ne s'en occupe pas. Les jeunes adolescents, les mineurs, les presque adultes, ils sont placés dans des hôtels de transit dans des conditions qui sont innommables. Un SDF sur 4 est un ancien enfant de la SE. Absolument. Faut l'avoir en tête. Donc on a aujourd'hui cette situation sur laquelle il faut absolument se réveiller, et c'est pour ça qu'on les appelle les indésirables, parce que personne ne veut en entendre parler, et c'est une honte française. Alors pour terminer, je voudrais lire un propos introductif de votre livre, Françoise Laborde. Les enfants ne votent pas, les enfants ne manifestent pas, ils n'ont pas des milliers d'amis sur Facebook, et quand ils ont survécu au traumatisme de leur enfance, ils préfèrent les oublier et cacher ce qu'ils ont dû endurer. Ce sont les indésirables, les oubliés de la République. Ça donne votre livre. Alors si vous cherchez une bouffée d'optimisme, c'est pas tout de suite, hein, c'est pas dans ce livre. Ça donne le sentiment que on ignore, et quand ça se passe mal, on fait un peu de bruit puis on met la poussière sous le tapis. Oui, et ce qui est très intéressant, vous avez cité l'histoire de l'affaire de Camille Kouchner. On pourrait parler de Vanessa Springora avant. Camille Kouchner qui dénonce Olivier Duhamel, Vanessa Springora qui dénonce Gabriel Matzneff. Pourquoi on les a entendues, ces femmes? Parce qu'elles sont adultes, parce qu'elles ont une position sociale et que leur voix porte. Mais les enfants, personne ne les écoute, personne ne les entend. Des Camille Kouchner, il y en a plein. Des Vanessa Springora, il y en a plein. Alors on dit libérer la parole. Mais la parole, elle se libère. Le problème, c'est que les juges n'entendent pas. Le problème, c'est que le gouvernement n'entend pas. Alors après, on dit, ah oui, mais il faut pas mettre la justice sur les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est pas bien, je suis d'accord, c'est pas bien. Mais si la justice fonctionnait, si les juges prenaient leurs responsabilités, si les tribunaux condamnaient vraiment les violeurs et les agresseurs, il n'y aurait pas ces règlements de compte sur les réseaux sociaux. C'est ce que me disait aussi dans ce studio la fille de Richard Berry, en l'occurrence, quand elle précisait la parole s'est libérée, mais l'écoute a changé aussi. Espérons-le en tout cas. Françoise Laborde, merci beaucoup. Merci à vous, Mathieu. Ça sort cette semaine, Les Indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République. C'est aux éditions Michelon. Merci Françoise Laborde d'être venue nous en parler ce matin sur Europe.